Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester chaque jour à l'écoute des marchés du lundi au vendredi. Si vous nous suivez à la télévision, vous avez rendez-vous à 20h30 sur vos box. Vous nous retrouvez également en replay sur bismart.fr chaque jour ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre macro du jour qui fait bouger les marchés, notamment les marchés obligataires, c'est l'inflation américaine qui revient sur le niveau de 3% pour l'inflation globale sur un an en janvier. Aux États-Unis, c'est la première fois qu'on voit un chiffre à 3% depuis plusieurs mois maintenant, depuis le printemps 2024. C'est une surprise à la hausse sur l'inflation qui choque un peu les marchés obligataires, je le disais, avec des taux et des taux longs, notamment américains, qui se tendent d'une dizaine de points de base, entraînant dans leur sillage le reste des marchés obligataires mondiaux. On voit le phénomène de contamination qu'on peut observer sur les marchés obligataires européens également. Le dollar se raffermit un peu. Sur les actions, on dira que la réaction est un peu moins violente, même si les actions américaines sont pénalisées par ce chiffre d'inflation et par la remontée des rendements obligataires. En Europe, c'est plutôt le vert qui domine encore, avec un CAC 40 qui s'ancre désormais au-delà des 8000 points, à nouveau autour de 8050 points pour cette fin de séance européenne. L'Europe dans le viseur de Trump et de son administration. Oubliez l'automobile, les spiritueux ou encore l'acier, la vraie bataille s'annonce comme étant une bataille réglementaire. C'est bien la réglementation européenne ou les réglementations européennes concernant la tech, l'ESG également, qui sont dans le radar de l'administration américaine. On retiendra notamment les propos du futur secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, le patron de Cantor Fitzgerald, un homme de la finance, qui à l'occasion de son audition devant le Sénat a indiqué que la réglementation ESG en Europe pouvait être vue comme une entrave pour le développement des activités des entreprises américaines sur le territoire européen. Les réglementations tech et ESG sont donc dans le viseur de l'administration américaine. Nous aurons l'occasion de reparler évidemment de ces premières semaines d'exercice du pouvoir de Donald Trump, avec par effet miroir des marchés européens qui semblent soulagés depuis quelques semaines d'exercice du pouvoir trumpien. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un sujet industriel avec la création annoncée il y a quelques semaines d'Arkea Asset Management, qui rassemble les deux grandes sociétés de gestion du Crédit Mutuel Arkea, qui était Shelter Prince Gestion et Fédéral Finance. Et nous aurons le président du directoire d'Arkea Asset Management, Stéphane Cadieux, dans notre dernier quart d'heure pour évoquer le rationnel de ce rapprochement et plus globalement les enjeux industriels de la gestion d'actifs française. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et le chiffre à la une aujourd'hui, c'est donc celui de l'inflation américaine pour le mois de janvier. Oui, l'inflation progresse et elle est de retour à 3% sur un an en janvier. Sur un mois, elle avance de 0,5%. Les analystes tablaient sur une hausse plus mesurée. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, elle s'établit à plus 3,3% sur un an et progresse de 0,4% sur un mois. Là aussi, c'est plus qu'attendu. Bon, cette évolution de l'inflation justifie, semble-t-il, pleinement l'idée d'une Fed patiente sur de prochaines baisses de taux. Oui, mais Donald Trump n'est pas vraiment de cet avis. Il a écrit sur son réseau social: les taux d'intérêt devraient être abaissés, ce qui irait de pair avec les tarifs douaniers à venir. Let's rock'n'roll America. Du côté de la Fed, Jérôme Powell l'a rappelé devant le Congrès hier et devant la Chambre des représentants aujourd'hui. La Fed n'a pas d'urgence à baisser à nouveau ses taux d'intérêt. Quels ont été les mouvements observés après cette publication, notamment sur les marchés obligataires ? Le rendement américain à 10 ans se tend de plus de 10 points de base, autour de 4,65% après la publication de ces chiffres. En Europe, le rendement allemand à 10 ans remonte également pour s'établir au-dessus de 2,45%. Et en France, le 10 ans tourne autour de 3,2%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar est stable, toujours sous 1,04. Qu'en est-il des indices actions ? Aux États-Unis, les indices ouvrent en repli de l'ordre de 1%. En Europe, il faut noter que le DAX et le FTSE ont inscrit ce matin de nouveaux records absolus. L'indice belge est au plus haut depuis un an. Côté français, le CAC 40 évolue toujours autour de 8000 points. Thierry Parkering en tête de l'indice qui gagne 6% au cours de la séance au lendemain de sa publication. Un mot des marchés asiatiques avant de regarder les publications des grandes entreprises qui ont fait l'actualité aujourd'hui, Pauline. Oui, les indices asiatiques se portent bien aujourd'hui, portés par les valeurs de la tech. L'indice Hang Seng Tech
qui suit les 30 plus grandes entreprises technologiques cotées à Hong Kong, a rebondi de 25% depuis son point bas touché le 13 janvier dernier. Aujourd'hui, l'indice clôture en hausse de 2,7%. Oui, la tech chinoise qui attire à nouveau et les exemples se multiplient. Oui, selon The Information, Apple aurait choisi Alibaba pour développer les fonctions d'IA de ses iPhones destinés à la Chine. Alibaba bondit de plus de 10% à Hong Kong. BYD atteint un nouveau plus haut et gagne 8% après avoir annoncé développer son modèle de voiture autonome avec DeepSeek. Du côté des entreprises européennes, on notera que Heineken aujourd'hui est en tête du stock 600. Oui, le titre bondit de 13% après la publication de ses résultats supérieurs à ses propres attentes de croissance des bénéfices en 2024. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 5% à 7,5 milliards d'euros. Heineken annonce également un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros. En revanche, aux États-Unis, Lyft plonge dans le sillage de ses résultats. Oui, des résultats qui n'ont pas plu au marché. Le groupe de services de VTC et covoiturage a annoncé des réservations brutes inférieures aux attentes pour le premier trimestre, dans un contexte de forte concurrence avec Uber, qui a d'ailleurs également prévu la semaine dernière des réservations brutes inférieures aux attentes de Wall Street. Lyft plonge de 15% et Uber ouvre en repli de 3%. Un mot de l'agenda de demain pour finir, Pauline. Les investisseurs prendront connaissance des résultats de Orange et Legrand. Côté macro, on attend la deuxième estimation de l'inflation allemande de janvier, ainsi que les prix à la production américain du même mois. Enfin, la première estimation du PIB britannique du quatrième trimestre est attendue. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est à nos côtés, responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Thierry Leclerc nous accompagne, président d'Alpha Jet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Et nous retrouvons également Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Un mot de l'inflation américaine, Alexandre, qui est le chiffre macro du jour, qui sort au-delà des attentes. Les dynamiques de court terme ne vont pas vraiment dans le bon sens, en tout cas celui d'une convergence vers l'objectif de 2%. Le marché a reporté la prochaine baisse de taux. On parle toujours quand même de baisse de taux de la Fed comme étant le prochain mouvement à décembre 2025 désormais. La pause s'annonce relativement longue. Décembre, c'est loin. Oui, la pause s'annonce longue parce qu'on voit que l'inflation sous-jacente, qui est une des mesures surveillées par la Banque centrale américaine, sur la partie CPI, on oscille entre 3,2 et 3,3 depuis 8 mois consécutifs désormais. Donc c'est vraiment un plateau, et un plateau qui est plus de 1% au-dessus du niveau des 2%. Donc on voit bien que c'est ça la définition de l'inflation collante, le dernier kilomètre qui s'éloigne un peu plus aujourd'hui et qui justifie pleinement le changement de rhétorique qu'on avait observé en décembre, renouvelé par Powell en janvier, renouvelé devant le Congrès sur ces dernières 48 heures. Et effectivement, c'est une mauvaise surprise parce que l'inflation globale, elle aussi, rebondit. Et on voit que dans l'inflation globale, évidemment, les services, ça reste la partie où l'inflation se concentre le plus encore, mais on voit que ce qui contribuait négativement jusqu'à présent, notamment l'énergie par exemple, 5 mois de contribution négative en variation annuelle, désormais ça contribue légèrement positivement. Les biens c'est pareil, on voit que les biens sur la limite sont revenus à 0%, c'était encore un peu négatif auparavant, donc les services font trop peu de progrès pour absorber ça, et donc on voit que les données qui étaient négatives auparavant redeviennent un peu positives, et donc on voit où est le soutien, et c'est pour ça que Trump très probablement veut que le pétrole baisse, parce qu'on voit la transmission dans la partie prix à la production. Si on regarde les prix à la production qu'on aura encore demain par exemple, mais si on regarde les derniers, c'était plutôt une réaccélération dans les 3%, c'est pas 6 ou 7, mais c'est quand même une réaccélération sur quelques mois des prix à la production. Et là, c'est plutôt sur la partie des biens donc, que ça arrive. Donc on a vu le marché obligataire réagir assez violemment, plus 15, 16%, 16 points de base sur le 10 ans. Et après, on en revient à la réaction des marchés actions du coup. Est-elle bonne ou pas bonne? La réaction initiale, moi je la trouve bonne, c'est-à-dire oui, on perd un petit peu sur les futurs et puis sur le cash, mais ça reste incroyablement résilient. C'est ça moi qui me fascine quand même à ce stade, c'est que on a depuis décembre justement 3 thèmes qui sont venus en vent contraire des marchés américains, notamment des valeurs technologiques. C'est tout d'abord la Fed en décembre. On a vu la réaction de marché, elle était assez violente. Ce soir-là de décembre, c'était 3-4% de baisse. Ensuite, DeepSeek, donc là la concurrence chinoise qui émerge d'un coup. Plus récemment, la concurrence européenne. Et puis le troisième facteur, les éléments de guerre commerciale ou autre, les valeurs technologiques. Il est bon de le rappeler que si vous regardez les 7 magnifiques, vous avez 50% du chiffre d'affaires qui s'opère pas en dollars, qui s'opère en devises. Donc s'il y a bien des entreprises, on voit bien que l'Europe, ça va être son cheval de bataille, et la Chine aussi. S'il faut répliquer à Trump sur certains éléments de guerre commerciale, on va évidemment utiliser les 7 ou 8 magnifiques comme levier de négociation. Donc je trouve que là, il y a un peu de complaisance au niveau actuel où on voit que le Nasdaq n'arrive pas à rendre
Moi, j'aimerais ça, 10 à 15% pour offrir des niveaux de valorisation un peu plus cohérents par rapport à ce qu'on observe en termes de macro et de micro. Et puis, pour terminer là-dessus, vous avez les guidances aussi, hein, les 8 magnifiques. Enfin, on en a eu donc 7 qui ont annoncé leurs résultats. 6, non Nvidia, 6, pas. Oui, pas encore. Nvidia, c'est 6, 25 voilà. ou 27, 27 février, je crois. 26, Broadcom 26. Broadcom, oui, c'est vrai que maintenant, il y a Broadcom. Voilà, qui est c'est pas les mal Batman, aussi. maintenant. Mais on a eu là-dedans, il y a eu des Microsoft avec des guidances un peu moins bonnes. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est un peu moins bon. Netflix, c'est pas le magnifique, mais c'était un peu moins bon aussi. Je crois que Meta, c'était un petit peu en dessous en termes de guidance T1. Et c'est assez rare, finalement, d'avoir des guidances, des guidances tout court qui soient à ce niveau-là un peu moins bonnes de manière aussi concentrée. Donc là, pour vous, c'est plus un effet de lévitation qui permet de tenir encore le marché américain plus que de nouvelles ou de nouveaux éléments fondamentaux. C'est mon sentiment. Peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais ça fait quand même 2 mois, effectivement. Alors, est-ce que c'est la distribution avant de lâcher un petit peu? Mais c'est vrai que le rallye était quand même particulièrement imposant depuis 2 ans. Un thème qui a été tiré, un thème de rallye tiré par l'IA. Et c'est justement ce thème qui est, entre guillemets, attaqué récemment par les concurrences européennes et chinoises. Donc, ça justifierait, et ça encore, c'est le Nasdaq dont on parle là, si vous prenez que les 8 magnifiques, c'est 240% de performance sur, en gros, 2 ans, à peine plus de 2 ans. Donc, c'est quand même des rallyes qui sont très, très conséquents. Et voir le Nasdaq sur ce genre d'éléments relâcher même 15 à 20%, c'est ce que les marchés avaient fait en 2015, 2016. Il y a une phase comme ça, après le gros rallye post-subprime, sans se cracher, justement, ils avaient comme ça oscillé à 2 reprises. C'était un peu le stress des émergents à l'époque ou autre. On avait connu 2 ans comme ça de fenêtres latérales, voilà, avec des drawdowns de 17-18%. Je pense que c'est ça qu'il faudra actuellement face à ce flot d'actualité sur les marchés. Une Tesla qui a déjà bien décroché, par exemple. Oui, mais qui n'entraîne pas leur... Même Microsoft, Microsoft n'est plus sur les sommets, même Apple n'est plus sur les sommets, mais vous avez des Netflix, des Meta ou autres qui sont toujours des stratégies des positions très verticales et qui ne lâchent rien. Je crois que la bataille du jour pour Meta, c'est de savoir s'ils vont faire une 18e séance de hausse consécutive. Hein. Parce que dans l'histoire du Nasdaq, évidemment, est du jamais vu. Meta, oui, effectivement, qui a connu un sacré revers positif après l'épisode du métavers. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, la situation des marchés américains, mais face à ça, je le disais, en miroir, on regarde quand même ce qui se passe ailleurs dans le monde et le marché européen, pendant que le marché américain se questionne, doute, s'interroge, le marché européen, lui, remonte la pente, Gilles. Alors, le marché européen, il faisait face à énormément de scepticisme en fin d'année. Dernière fois qu'on s'était vu, ce qu'on avait, nous, envisagé, c'est que le marché européen, sans avoir des perspectives de hausse forcément massives, on était dans une position où en réalité il nous semblait assez facile de construire un scénario où on avait entre 8 et 12% de potentiel de hausse, assis sur un peu de croissance des résultats en étant plus prudent que le consensus. Le consensus est à 8, on prenait 4, on rajoutait là-dessus un peu de dividendes, 4%, un peu de buyback, et sans augmentation du multiple de valorisation, on était déjà quasiment à 9. Donc il nous semblait que ça c'était facile à faire. Ce qu'on a pu voir, c'est que sur cette séance de publication de résultats, on a eu des résultats qui étaient meilleurs qu'anticipés et avec des perspectives finalement qui ne sont pas si mauvaises que ça. Donc, si jamais on faisait les 8 et pas les 4, au lieu des 4 que l'on avait anticipé, ça ouvre un peu de hausse. Que face à nous, on a des questionnements sur... le maintien, voire une hausse possible des taux aux US, là où en Europe, on a la quasi-certitude qu'on va baisser les taux, et donc ça pourrait justifier une expansion de multiples, avec un contexte qui pourrait s'améliorer si on avait l'arrêt de la guerre en Ukraine, qui pourrait entraîner une baisse des prix du gaz, qui aurait un impact assez fort sur l'Allemagne, et des élections allemandes qui pourraient finalement voir l'abandon du dogme du zéro déficit, qui pourrait venir là aussi entraîner un plan d'investissement qui pourrait soutenir. Alors, sans penser qu'ils vont se mettre à dépenser, mais en tout cas, c'est peut-être des nouvelles positives. Là, vous nous faites toute l'histoire d'un coup, quoi. Voilà. À chaque fois, c'est des haies qu'il faut franchir, quand même. C'est des haies qu'il faut franchir, mais on pourrait construire un scénario positif, et sachant qu'on avait une valorisation qui était relativement basse au départ. Donc, le souffle sur l'Europe, finalement, on le comprend parce qu'il y avait plus grand monde sur l'Europe, et finalement, il y a une croissance mondiale qui se tient pas mal.
Et ça, quand même, il ne faut quand même pas oublier, c'est que l'Europe, c'est le marché qui est le proxy de la croissance mondiale. Et sur la croissance mondiale, on a plutôt eu des bonnes surprises. Donc finalement, l'Europe, on a des boîtes qui sont quand même, on a des sociétés qui sont quand même très largement internationales. L'Eurostock, c'est quoi 60% du chiffre C'est d'affaires à peu qui est près réalisé, entre 58 et 60. Alors, en réalité, oui, ça a un peu baissé, puisque vu la performance des banques et qu'elles sont largement domestiques, ça a un peu baissé. Mais en plus de ça, on a, et on ne l'a pas mentionné, on a un dollar qui vient aider les sociétés européennes en termes de taux de croissance. Ouais. Donc, tout ça fait que sur l'Europe, voilà, il y avait sans doute trop de pessimisme et que face à ça, les résultats sont venus aider. On a du repositionnement. Vous en parlez déjà au passé ou non, on n'est pas sorti de on n'est pas sorti de la saison des résultats, donc on a encore quelques-uns à venir. Mais on le voit aujourd'hui avec des résultats de Heineken qui sont bons, mais on a une réaction qui est extrêmement violente. Très violente, ouais. Qui traduit pour moi ce positionnement un peu extrême. Ouais. Parce que, alors, il se trouve que c'est un titre qu'on avait regardé parce qu'il nous semblait très défensif, revenu sur des valorisations intéressantes, mais qui, je veux dire, ces mouvements, on l'avait eu sur Dassault, on a vu la même chose sur Dassault. Ça traduit pour moi un mouvement sur des grandes valeurs, larges, liquides, effectivement, très négatif, quoi. Et à l'inverse, là où on a pu avoir des déceptions, finalement, on a eu des baisses qui étaient plutôt contenues. 3-4%. Donc assez asymétrique, quoi. C'était assez asymétrique, et donc voilà, sur l'Europe. Et vous dites là, on a quand même fondamentalement consommé une bonne partie Si je reprends mon argumentaire en disant, voilà, on disait on avait un potentiel de hausse à 10% sur l'année qui nous semblait facilement atteignable. Force est de constater qu'aujourd'hui on est à 8,5%. Donc si effectivement on garde ce 10%, on risque de s'embêter une partie de l'année. Il n'y a pas de raison que ce 10, en termes d'objectifs, ait changé, quoi. Alors, ce 10, pourquoi il pourrait avoir changé ? Parce qu'on avait pris, on escomptait que le 8% de croissance attendue des résultats, ce serait que 4. Ça serait que 4. Je comprends. Si c'est un peu plus, j'entends. Et on n'avait pas pris d'expansion de multiples. Et l'expansion de multiples, force est de constater que quand on part à 13,1 en début d'année, avec une inflation sous les deux, historiquement, le taux, le multiple de valorisation en Europe, il est plutôt aux alentours de 15. D'accord. Donc, si on met tout ça bout à bout, je comprends. On peut construire un scénario où on va jusqu'à 20 ou légèrement au-dessus. Bon, mais aujourd'hui, on est quand même face à un marché où l'analogie que j'aurais, c'est comme conduire une voiture sur l'autoroute sous la pluie. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'incertitudes que vous avez quand même envie un peu de ralentir et d'augmenter les marges de sécurité, parce que vous savez pas d'où ça va. À 200, quoi. Donc voilà. Donc c'est un bon résumé du cas d'investissement européen tel qu'il se présente aujourd'hui. Thierry, puisqu'on parle de l'Europe, du cas d'investissement européen, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette séquence de rattrapage, hein ? Je ne parle pas de surperformance, on ne va pas insulter les marchés américains comme ça, mais voilà, qu'est-ce que vous retenez de la séquence ? Et puis peut-être sur l'aspect fondamental. Alors je n'ai pas vu à quelle étape on en est de la saison de publication, mais on a quand même une bonne partie, une bonne dose, plus de la moitié en Europe qui ont dû publier aujourd'hui, Thierry. J'ai pas non plus d'accord, le compteur à date. Mais on a quand même une vue un peu large, quoi. Une vue, puisque pratiquement dans tous les secteurs, il y a eu des publications. Donc il en manque effectivement par-ci par-là, mais la photographie va s'affiner, mais on commence quand même à y voir, c'est plus flou, ça commence à être assez clair. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est que, nous, ce qu'on voit, ce qu'on remarque, ce que Gilles vient de mentionner, c'est que les banques s'en sortent bien. Et c'est vrai que les banques, c'est moins glamour que l'IA, on est d'accord, mais quand on regarde depuis post-Covid, les résultats, ils ont été multipliés par 3. Il y a eu 650 milliards d'euros de capitalisation. Donc, on a doublé la capitalisation par rapport à la fin de l'année 2022. Donc, en un peu plus de 2 ans, ça a été très rapide. Et surtout, en termes de résultats, c'est vraiment très puissant, le mouvement. Et pour le moment, on ne voit pas d'éléments qui invalideraient le cas d'investissement. Donc, en gros, le cas d'investissement, c'est que les marges restent bonnes, que le coût du risque est vraiment sous contrôle. Là, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, la BNP, on est à moins de 40 bips. C'était leur guidance. Donc, ça veut dire qu'il y a un coût du risque qui est très bien contenu. Et sur toutes les banques européennes, à l'exception du Crédit Agricole, il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur le coût du risque.
et puis des commissions globalement qui sont bonnes et des BFI qui restent fortes, notamment pour les gros acteurs, typiquement la BNP Paribas, qui gagnent des parts de marché. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même un beau cas d'investissement qui fait moins la une des journaux, mais qui est en tout cas pour l'Europe, pour ce qui nous concerne, mais notre quotidien, c'est pas malheureusement, mais en tout cas, c'est plus les banques que l'IA aujourd'hui. Oui, mais soyons fiers de nos banques. Hein. Tout à fait, c'est pas ce que je veux dire. Mais non, je sais bien, je dis pas ça pour vous. Et voilà, et donc c'est vrai que ça fait moins la une. Mais sauf si je dis pas de bêtises, c'est peut-être un des rares, voire le seul secteur dont la force ne s'est pas démentie sur les 2-3 dernières années en Europe, où il y a eu vraiment quelque chose de très linéaire. Ça fait 3 ans que c'est un secteur fort, sans discontinuer. Oui, tout à fait, c'est correct. Et là, par exemple, il y a toujours des éléments des événements plutôt qui marquent. Donc là, je pense que sur cette saison des résultats, plus spécifiquement pour revenir à la question initiale, moi je retiens la SocGen qui a battu ses résultats de 22%, et c'est de qualité. Et c'est vrai que le cours a très très bien réagi, mais c'est pour le coup, il me semble justifié. Puis Santander qui annonce 10 milliards d'euros de share buyback, de rachat d'actions. Plus le dividende, ça ferait quand même 16 milliards de retournés sur les deux en 2025 et 2026. Bon, ça fait 20% de la market cap. Ça commence à être significatif. Et en tout cas, c'est signe d'acteurs. Santander, je ne sais plus si c'est la plus grande capitalisation ou la deuxième en Europe. Mais c'est une bataille entre BNP et elle. C'est vraiment des acteurs iconiques en Europe. Qui montrent là clairement leurs muscles et disent au marché, nous on a les reins solides, et regardez d'ailleurs on peut se permettre de faire des rachats d'actions et de continuer de payer un dividende assez large. Donc, et pour vous ça vaut le coup en termes d'investissement? Pour le moment, il n'y a pas de raison de... Notre philosophie là-dessus, on est assez... c'est bête comme chou, mais finalement... non, mais tant que la tendance est là, on la suit. Momentum, quoi. Il y a un momentum. Oui, voilà, mais il y a le momentum un peu balancier parfois qui peut être très compliqué à capturer. Là, quand vous avez une tendance qui est là à l'œuvre, donc depuis sur les résultats depuis presque 5 ans, et le rebond en tout cas en termes de création de richesse, de création de capitalisation boursière depuis plus de 2 ans. On reste tranquillement, on ne va pas spéculer, et à nouveau, pas à nouveau, mais c'est là aussi, c'est intéressant, je pense, d'avoir des sociétés qui communiquent assez fréquemment au marché. C'est qu'on n'a pas d'inflexion pour le moment. Il y a quelques banques suivent trimestre après trimestre la tendance. Voilà, qui sont sorties du bois sur des guidance. La BNP, toujours, pour citer elle, donc ils ont une guidance, ils annoncent une progression du PNB, du produit net bancaire sur 2024 à 2026 supérieur à 5%, c'est bien. Ça reste pas cher. Et ça reste pas cher. Il y a du dividende qui est payé avec le cash. Donc, c'est pour le moment, en tout cas, nous, on ne bouge pas de ce secteur-là. Non, parce qu'on avait entre nous, je le dis pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, avant le début de l'émission, le débat sur le bien fondé ou non du rythme trimestriel des publications d'entreprises. Et c'est un vrai débat, c'est une vraie discussion, mais peut-être qu'on en fera une vraie émission construite autour de ce sujet-là. Sur les actions européennes, le secteur bancaire reste un secteur fort. Il n'y a pas photo là-dessus pour vous, Alexandre. Les techniques aussi indiquent que ça reste un secteur fort. L'année dernière, c'est déjà un secteur le plus performant des stocks 600. Mais bien sûr, 25% on prend l'an dernier. Une performance, donc ça tire aussi des indices qui étaient vraiment en retard, comme le MIB italien qui profite pleinement de ça. Et puis en plus en Italie, il y a ce phénomène, et je pense que ça joue aussi un peu sur le sentiment en Europe. Ça se concentre un peu plus, et si on se souvient bien, alors c'est des réminiscences de la post-crise de la dette à l'époque, mais c'est ce qui était demandé finalement à des banques européennes qui étaient un peu trop morcelées, de se regrouper un petit peu, d'être un peu plus conséquentes. Et on voit que les banques italiennes partent à la chasse de banques même un peu étrangères, ce qui ne plaît pas trop à l'Allemagne, mais entre elles aussi se concentrent. Donc ça plaît en termes de sentiments. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que là, il y a le fait que l'Europe a des rendements qui restent bons. C'est-à-dire qu'un des arguments de l'année dernière pour dire l'Europe, il faut quand même s'intéresser au-delà des multiples faibles, c'est que même si on s'ennuie parfois dessus, les rendements sont bons. Les rendements de dividendes sont bons. Compare des indices américains qui progressent beaucoup plus, mais avec des rendements de dividendes beaucoup plus faibles. Le CAC, c'est du 3-4% de rendement par an. Donc même si on s'ennuie un peu, c'est toujours bon d'être dessus parce que ça sert de dividendes. Et un autre argument qu'on pourrait avancer à ce que vous donniez, c'est
la partie des anticipations de la BCE. Alors, est-ce qu'elles sont désormais un peu trop fortes, ces attentes par rapport à la BCE de baisse de taux, mais le taux neutre estimé aux alentours de 2%, actuellement à 2,75 sur le taux de dépôt, ça impliquerait encore 3 baisses de taux potentiels de la BCE. Alors ça, je pense, c'est aussi des anticipations qui tirent au moment où la Fed, elle, a bien compris, enfin, a bien fait comprendre qu'elle ferait une pause. Force de soutien, une force de rappel. Voilà, après la question, c'est est-ce qu'on aura ces 3 baisses de taux? Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu de vue que l'inflation en zone euro, on s'est beaucoup focalisé sur le thème croissance, et ça a été le focus de la BCE très probablement pour justifier toutes ces baisses de taux. L'inflation, en revanche, ne fait plus trop de progrès. Si vous regardez l'inflation cœur en zone euro, on est vraiment là aussi sur un plateau depuis 2 bons trimestres à 2,7, 2,8. Donc il faudra quand même à un moment donné que, espérons que ce ne soit pas lié à une faiblesse quelque part, mais plutôt à un ajustement normal des prix, mais que l'inflation cœur parvienne quand même à repasser un peu sous les 2,5. Parce que sinon, je pense que les 3 baisses de taux n'auront pas lieu cette année. Un élément encourageant qui a été souligné par Lagarde, c'est la baisse des indicateurs de salaire, des indicateurs avancés de salaire, qui vraiment sont visiblement en train de plonger et pourraient permettre enfin à l'inflation des services, qui est à 4 depuis, je sais pas, un an maintenant, de se rapprocher peut-être de 3. Oui, voilà, c'est ce qu'il faudrait. Mais c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que si les indices européens devaient à mon avis rendre un peu, moi mon sentiment c'est que c'est beaucoup moins lié à des caractéristiques intrinsèques de la partie européenne qui ont été justement price l'année dernière. Les 20% de sous-perf par rapport aux US, c'était que par rapport aux éléments européens, géopolitiques, budget français, etc. Désormais on a l'impression que si l'Europe devait freiner, moi je verrais plus ça par rapport à des effets de corrélation d'impact de marché américain. On l'a vu tout à l'heure, l'inflation qui est arrivée, boum, les futurs ont baissé et l'Europe a corrigé à ce moment. Petit coup de mou, ouais. Voilà. Je ne dis pas que si les US font moins 10, l'Europe fera moins 10 aussi, mais il me semble que un des risques désormais à la hausse pour l'Europe, qui n'est pas un risque majeur, mais ce serait plutôt une correction un peu globale, un risque off un peu global sur la partie US à un moment donné, Trump, etc., et qui entraînerait du coup un petit effet entraînerait un petit effet sur la partie. Pour l'instant, on résiste bien. Hein. Le marché américain baisse aujourd'hui, le marché européen non seulement se tient, mais arrive à afficher du vert. Sur les banques italiennes, je sais pas, il y a un truc à dire particulier. Vous connaissez bien le marché italien, c'est pour ça que je me tourne vers vous, Gilles, parce que c'est compliqué à suivre. Pour le dire honnêtement, c'est pas évident. C'est un mouvement qu'on attendait depuis plus de 10 ans et qui va se faire en 3 mois. C'est ça, voilà. Donc c'est une je suis pas. Oui, c'est ça. Quand je dis c'est dur à suivre, je suis pas. Oui, effectivement. Ça alors part dans tous les tout sens. n'est pas écrit. Il y a certains des mouvements qui peuvent paraître surprenants, pour dire le moins. Donc il y a sans doute un peu on va dire de manœuvres politiques derrière et des enjeux très, très spécifiques, hein, notamment autour de ce qui se passe sur Mediobanca et donc en fait sur le contrôle de Generali. Donc est-ce que ça ira au bout? Pour dire le moins, c'est quand même une opération surprenante. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que Montepaschi était un candidat naturel à une consolidation. Alors c'est pas celle qu'on attendait. Ce qui a quand même peut-être à garder en tête, c'est que cette accélération, elle est aussi peut-être à relier au cycle de taux. C'est que effectivement, les banques, et on en a parlé plusieurs fois, c'est que notamment pour les banques d'Europe du Sud, donc les banques italiennes et les banques espagnoles, ont très largement profité des hausses de taux courts. Et donc, l'inflexion qu'on a eue sur la politique de la BCE devrait sans doute se traduire par une baisse des marges d'intérêt. Unicredit guide sur une stabilité de son bénéfice cette année désormais. Oui, alors ils espèrent qu'ils vont faire plus de commissions, mais typiquement c'est quand même un acteur qui est très pondéré sur les marges d'intérêt. Alors ils ont la chance d'avoir une jambe en Allemagne qui pourrait peut-être résister un peu mieux, mais ce qu'on a pu voir sur le dernier trimestre, c'est que pour un acteur comme Intesa, qui est présent en Italie, on a déjà eu une petite morsure. Et donc après, ça peut perdurer encore 1 ou 2 trimestres parce qu'il y a des latences. Il y a des latences liées à des politiques de hedging, de couverture. Mais on a sans doute fait, ou on n'est pas très loin d'avoir fait les plus hauts. Le pic de profit, pour eux. Sur les marges d'intérêt. Sur les marges d'intérêt. Alors après, il y a des moyens de prolonger les résultats avec des baisses de coûts, avec une remontée des commissions. Et c'est là où, pour nous, très clairement, il nous semble que les banques restent un secteur intéressant parce que il faut quand même garder en tête que les profitabilités sont structurellement améliorées, sauf à penser qu'on va retourner à des taux à zéro. Et donc, à partir de là, on va être capable de générer du capital et donc de pouvoir entretenir des dividendes. Et donc, dès lors, il n'y a pas de raison de maintenir des valorisations qui, implicitement, font qu'on a des acteurs qui vont verser du 7, 8, 9% de dividendes.
cette année, sur un BNP, on va être à 4,58 de dividendes ordinaires. Ça veut dire que pour un cours à 70, on est déjà quasiment à 7%. Plus la compte sur dividendes qu'ils vont faire, plus le rachat d'actions, on est quasiment sur 13% de return. De rendement. Ouais. Bien sûr. Ça traduit juste que c'est sans doute pas assez cher. Ça, c'est ce qu'on voit normalement sur des boîtes distress, quoi. Voilà. Ça traduit juste que maintenant, au sein des banques, je pense qu'il va falloir être un peu plus attentif à la nature des modèles économiques et favoriser celles qui ont des modèles plus diversifiés, plus sur la commission et peut-être un peu moins. Donc aujourd'hui, très clairement, un peu moins, si je caricature, peut-être un peu moins de banques d'Europe du Sud et un peu plus de banques françaises. Ouais, c'est ça. Quand on prend Il y a un rééquilibrage au sein du secteur qui peut s'opérer. Parce qu'ils ont des politiques aussi de gestion de leur backbook un peu différentes, et donc on devrait avoir une amélioration sur les banques françaises, des marges d'intérêt. Les banques françaises n'ont pas été les fusées qu'on a vues en Espagne ou en Italie ces 2 dernières années. Voilà, donc il y a sans doute un rééquilibrage à faire. Kering vous intéressait aussi, Thierry, puisqu'on est dans les entreprises, là. Alors, le luxe en général, mais Kering en particulier. C'est vrai que donc, le marché a bien pris les résultats. Alors le lendemain, le matin, après ça s'est quand même bien dégonflé, et c'est aujourd'hui que ça joue en fait. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, le message, parce que là, l'année 2024, on l'oublie, c'est pas bon, ça n'a pas été bon pour personne, à part Richemont sur le dernier trimestre, mais sans ça, tous les autres acteurs. Donc, c'était pas ça l'enjeu de cette publication, pour le coup, c'était d'avoir un petit peu de couleur, un peu de granularité sur ce qui se passe depuis le début de l'année. Et ils ont dit, écoutez, c'est comme la fin d'année. Donc, sachant que la fin d'année a été particulièrement mauvaise pour Kering. Donc, c'est vrai que je suis un peu surpris de cette réaction aussi positive, en plus avec un peu de décalage. Après, je pense que ce qui est important, alors on n'est pas du tout de distress, mais et c'est pas habituel pour le secteur du luxe, mais Kering a annoncé une coupe donc, de son dividende, a baissé le dividende quand même de manière assez significative de 14 € à 6 €. C'est 1 milliard d'euros d'économisés, en tout cas de non distribués aux actionnaires. Et je pense que c'était bien qu'il fasse cette annonce-là. D'accord. Il pouvait le payer, mais bon, je comprends. Ça tendait un peu la situation éventuellement. C'était pas vraiment du dividende bien couvert. Tout juste, mais bon, on préfère qu'il garde un peu de marge de manœuvre. Ouais. Et donc finalement, c'est contre-intuitif, mais c'est le cas. La bourse regarde toujours le cash, et notamment le cash qui reste dans la boîte et pour financer l'avenir, quoi. Et donc là, aujourd'hui, pour Kering, c'était une bonne décision. Il fait son dividende et le marché l'a bien pris. Alors que sur ce qu'ils ont annoncé, mais en tout cas, j'ai rien vu de particulièrement positif. On promet la stabilisation. Chez Gucci, c'est pour le moment, c'est quand même encore un point d'interrogation. Et c'est 60% des résultats opérationnels du groupe. La marge up, on est quand même passé de 32 à 21%. C'est hyper violent ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui se demandaient pourquoi le cours de Kering ne faisait que baisser depuis aussi longtemps, aujourd'hui, on a une explication. Est-ce que c'est le point bas ? Moi, là, pour le coup, je trouve que c'est un peu tôt pour signaler positivement. Et plus globalement, sur le secteur du luxe, on a regardé donc quelques éléments à partager. On trouve quand même que c'est assez cher. On est dans les ratios de valorisation qu'on suit, c'est valorisation économique, peu importe, on est 6 tout au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Donc c'est pas non plus cadeau. C'est pas donné, quoi. Et à part donc Richemont dont je parlais tout à l'heure, on n'a aucun rebond sur les résultats attendus là dans les prochains mois. Donc, alors le marché il anticipe, mais on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même concrètement. En Chine, on nous dit que c'est pas là encore l'exubérance. Il parle séquentiellement quand même de l'idée que. Non, mais on a eu quand même des périodes très fastes récemment. Donc on a fait notre deuil de ces périodes-là en 2024, mais il n'y a pas encore. Et je pense qu'il y a eu un gros effet richesse en fin d'année aux US qui a permis quand même au secteur du luxe de s'en tenir pas si mal que ça. Quid, je veux dire, Nvidia va pas plus que doubler tous les ans et créer autant, puisque les centaines de milliards d'euros de market cap. Nvidia baisse, c'est pas bon pour LVMH, quoi.
En tout cas, ça, non, mais à travers l'effet richesse, ça peut peut jouer, limiter. Je pense aux États-Unis, en Chine non, mais évidemment. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça a certainement donné un peu de baume au cœur quand même sur les courses de Noël à certains acheteurs. Ouais. Alexandre, puisqu'on parle de la Chine, alors pour évoquer le frein chinois dans la dynamique des acteurs du luxe, parlons à l'inverse de l'accélérateur chinois côté tech, là. Oui, en train de repartir oui, mais par exemple, quand on avec regarde, panache. voilà, quand on regarde effectivement un Nasdaq et un Hang Seng Tech, par exemple, on voit évidemment une large surperf du Hang Seng Tech, mais alors qui est très récente, depuis quelques semaines simplement, mais qui traduit depuis le bien 23 janvier. Voilà, cette petite rotation, exactement, cette petite rotation qui s'opère. Depuis que Donald Trump est là. Et qui a aussi des exploits, le Hang Seng tout court, qui Oui, est une 35% plus riche que le SP500 par exemple. Donc oui, on a aussi en plus, ce qui est intéressant, des signaux un peu plus en profondeur aussi. Quand vous regardez le high yield chinois par exemple, souvent on compare les actions et le high yield, il avait rechuté dans cette phase où le Hang Seng a beaucoup rebondi, puis ensuite à nouveau plusieurs mois de correction. Le high yield, enfin les obligs avaient suivi, et à nouveau là depuis quelques semaines, les obligations high yield repartent et les actions repartent. Donc en parallèle de signaux aussi sur l'inflation qui a un peu reparti. C'est du 0,5. C'est pas là encore le génial, mais ce sentiment que sur la Chine, le bottom même la déflation qu'on a connue pendant quelques temps, il est un peu derrière nous. Désormais, c'est plus l'impression, le sentiment à quelle vitesse ça va repartir que est-ce que le point bas doit encore être fait. On a quand même tous, je pense, le sentiment que le point bas sur l'immobilier ou autre a été fait. Désormais, à quelle vitesse on repart avec Trump en face, avec peut-être aussi l'Europe en face, alliés ou autre. Donc c'est plutôt ça le questionnement, mais sur l'aspect devise, on n'a pas un yuan qui s'effondre complètement, donc ça tient côté devise. Des signaux sur l'inflation un peu meilleurs. Les PMI, c'est très mitigé par contre. PMI service qu'on regarde un peu plus pour la question de la demande intérieure, il avait rebondi à 52, il revient vers les 50. C'est toujours ça depuis quelques mois, c'est des oscillations, donc on n'a pas de paysage vraiment tendanciel sur la Chine, mais on a quand même le sentiment que le plus dur est passé, mais que la phase d'accélération n'est pas encore complètement là. Mais par contre, l'idée de dire, investisseurs, est-ce qu'il faut aller sur la Chine en ce moment, je pense que oui, que ce que moi je vois qu'on voit au contraire pour la tech américaine, effectivement, je le vois plutôt comme un aspect un peu soutenant pour les valeurs ça paraît chinoises. Une mécanique légitime. Oui, parce que le valeur en plus de la tech chinoise, c'est 2 fois moins cher en multiple que la tech américaine. Donc il y a forcément des arbitrages qui peuvent se faire de ce côté-là. Bon. Et puis on a toujours l'idée que la Chine peut aussi apporter un peu plus de fuel pour la relance de l'économie. Oui, le nouvel an est passé. Que l'orage Trump passe, par rapport à ça. Jusqu'où Trump ira sur les tarifs, et peut-être qu'il passera un moment à autre chose, et peut-être que pour la Chine, ce sera effectivement le moment de libérer un peu plus d'énergie dans l'idée de la relance. Parlons de Trump et de l'Europe également, Gilles. Alors, effectivement, il y a les grands classiques de la littérature trumpienne, les spiritueux, l'automobile allemande, l'acier et l'aluminium. Bon, là, on reprend les classiques de la Première Guerre commerciale. Ce qui est assez nouveau, c'est quand même toute cette cathédrale normative européenne qui s'est considérablement renforcée sur les services technologiques, les services financiers, l'ESG. Et visiblement, c'est quand même là que Trump et les poids lourds de son administration ont envie de porter le fer, là, aujourd'hui. Alors, il a envie de porter le fer, mais là encore, c'est quand même un sujet intéressant. C'est que il est le premier à revendiquer de pouvoir appliquer les règles qu'il souhaite chez lui et pas subir les règles du reste du monde. Il pourrait... il ne le fait pas visiblement, admettre que l'Europe est une réciprocité de ce point de vue-là. Une réciprocité de ce point de vue-là. Il ne considère pas que l'Europe soit aussi forte que les États-Unis, je pense. Mais c'est là où... alors, je pense qu'effectivement, il va essayer de faire levier pour essayer d'emporter... mais on voit que ça nous fait bouger, on voit que ça nous questionne, on voit que ça crée du débat chez nous. Mais on comprend bien qu'en réalité, ce débat réglementaire, alors, on souffre de réglementation, c'est certainement vrai. Mais qu'en réalité... Le débat sur la techno, ça a été une émergence rapide. Je ne sais pas si ça a été plus rapide que la machine à vapeur en son temps, très certainement, mais qu'en réalité, le monde n'était pas prêt pour absorber si rapidement ces ruptures technologiques et que les textes, les réglementations n'étaient pas faites pour ça. Et qu'aujourd'hui, on a forcé de constater qu'on a quand même besoin, sans doute, de mettre un cadre. Moderniser un peu. Moderniser un peu. Parce qu'effectivement, tel que c'est fait aujourd'hui, on a quand même... c'est quand même un peu le Far West et c'est la loi du plus fort. Et, alors c'est très bien, effectivement, les Américains qui étaient les premiers, mais à terme, ça conduit quand même... dans le passé, ça a toujours conduit à une baisse de l'innovation et c'est parce que généralement, ils vont bloquer l'innovation des nouveaux entrants. Donc il y a sans doute besoin
d'avoir un cadre. Est-ce que la réponse européenne est parfaite ? Certainement pas, c'est certainement trop compliqué. Mais je pense que moi, ma conviction, et je crois qu'on avait l'occasion d'en discuter, mais je pense que aujourd'hui, le DMA et le DSA sont sans doute une bonne chose. Ces réglementations qui, effectivement, permettent d'éviter les excès. Alors, donc c'est un vrai test pour l'Europe dans sa capacité à apporter une réponse commune. À apporter une réponse commune et à maintenir effectivement ce cap réglementaire. Et à ne pas se voir imposer des normes qui seraient imposées par les États-Unis et qui ne nous laisseraient plus de choix, en fait. Ouais. Donc, l'une des commissaires en charge des questions réglementaires dit le but n'est pas d'effacer ou de reculer. Le but est effectivement d'adapter à l'ère actuelle des règles en gardant le cap de cette réglementation. Et on vient ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on vient d'un moment où, comme c'était nouveau, il n'y avait pas de règles du tout. Oui. Donc c'est pas... Ça paraît pas aberrant de vouloir... Bon, mais ça peut se retrouver dans la compétitivité des entreprises européennes, ça, y compris on parlait des multiples de valorisation. Alors, est-ce que ça peut participer à élever un peu les multiples de valorisation des actions européennes à un certain point, à un certain stade ? Pas directement. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, cette réglementation, elle nécessite de s'adapter. Et donc, en réalité, effectivement, c'est un poids sur la rentabilité de ces groupes-là, puisqu'ils ont la nécessité de s'adapter. Et puis ça peut coûter cher. Et en plus de ça, il n'y a pas de réciprocité, parce que si on revient sur la réglementation, je veux dire, aujourd'hui, en réalité, on est déjà soumis très largement au droit américain. Je veux dire, que ce soit sur l'usage du dollar, parce qu'on utilise le dollar, mais dès qu'il y a une société américaine, en fait, ils ont le droit d'avoir accès à toutes nos données. Et si on pense que les données, c'est le pétrole d'aujourd'hui, est-ce qu'on est bien sûr qu'on veuille que toutes les données partent aux États-Unis ? Donc avoir ce qu'on appelle un ring fencing, donc un encerclement de nos données pour s'assurer qu'elles restent en Europe et qu'elles ne sont pas utilisées n'importe comment, c'est sans doute pas une mauvaise idée. Bon, après, voilà, on a 109 milliards en France pour faire des data centers. C'est sans doute utile. Oui. Bon, après, faut voir comment c'est déployé. Oui, non, mais ça, on verra bien. Mais bon, il y a un signal, il y a quelque chose d'envoyé. Trump, qu'est-ce qui vous marque ? Alors, Trump et l'Europe, mais Trump en général, là, on va boucler la 4e semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump. Qu'est-ce qui retient votre attention à ce stade, Thierry ? Moi, j'ai juste revu une étude académique de 2020 qui disait que pour 1000 emplois créés dans l'acier et l'aluminium grâce aux tarifs, aux droits douaniers. Donc là, en 2020, on revenait sur la première mise en place des tarifs, ce qui avait été le cas sur l'acier et l'aluminium. De mémoire, c'était 10% sur l'acier, 25%. 10 sur l'alu et 25 sur l'acier. Voilà, c'est ça, pardon, c'est l'inverse. Donc, je reprends. Donc 2016, il y avait eu 2017, la mise en place de ces tarifs-là. Il y a une étude académique qui est revenue 3 ans plus tard, qui a dit alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce que ça a créé des emplois ? Et donc le ratio, accrochez-vous bien, c'est pour 1000 emplois créés dans l'industrie de l'acier et de l'aluminium, il y a eu 75 000 emplois détruits dans le manufacturier aux États-Unis. Voilà. Donc moi, je veux dire, le rationnel, il n'est pas là. Donc ça sert. Je pense que ça sert à rien c'est des effets d'annonce, des effets de manche. Après, c'est notre quotidien. On rigole pas tous les jours avec ça. C'est pas non plus très marrant d'avoir une telle volatilité qui n'est pas nécessaire. Il y a déjà suffisamment de volatilité. C'est une arme. Hein. L'incertitude maniée comme par Trump, c'est aussi une arme. C'est une arme, mais je veux dire, quand on regarde concrètement. Donc, c'est à nouveau les élections, le questionnement pourquoi voter pour quelqu'un qui finalement a détruit des emplois. J'ai pas le rationnel. Ça, c'est le premier point. Et je reviens sur la réglementation. Oui, je veux dire, c'est les boîtes américaines. Il se trouve qu'ils sont partis largement avant nous. Ils étaient bien financés. Donc c'est l'écosystème américain. Et il n'y a pas photo avec l'écosystème européen. Donc sur le business, ils sont mieux armés que nous, notamment sur tout ce qui est innovation, technologie. Et donc, ils ont été puiser nos datas gratuitement pendant des années. Et maintenant, ils arrivent à être leaders. Et ils sont pratiquement... on ne peut plus les rattraper. Enfin, ça va quand même être très compliqué de faire sortir des... Donc, la naïveté, ça suffit. Et puis, de nous faire croire qu'on tue nos libertés. Enfin, je veux dire, tout le discours qu'il y a actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu les pubs au Super Bowl. Non, je n'ai pas regardé. Bon, mais il y a quand même une pub qui est hyper choquante. Une croix gammée pour un t-shirt
t-shirt Ah et oui. ça passe au Super Bowl, quoi. Et c'est parce que sous prétexte de la liberté d'expression, free speech. donc bon, est-ce qu'on veut vraiment ça? Je sais pas. Enfin moi en tout cas non. Et après la fin de la naïveté. Et il faut pas que nous-mêmes on se retourne contre ce qui est censé nous protéger. Il y a certainement des excès, on est tous d'accord, mais bon aussi maintenant c'est un discours assez commun disant mais bon l'Europe, ça nous empêche de faire du bon business sur la CSRD. Donc même si on se plaint tous de la réglementation que l'Europe C'était fait pour nous protéger. inflige, on va quand même se retrouver à défendre la réglementation européenne parce que Trump va nous... Ouais. Je pense que c'est pas. Il faut quand même ne pas oublier que c'est fait pour se protéger et que c'est pas. J'entends. À la rigueur, on aurait des champions comme aux États-Unis et on dit ça facilite leur business, etc. Mais là, c'est du transfert de richesse. Les Max 7, c'est nous qui les finançons en partie. Nous, l'Europe, donc. Et l'épargnant européen. Et donc toute cette campagne, puisque à la fin, je veux dire, il y a quand même un brouillard qui est mis en place. Et c'est vrai qu'on. Ce que vous avez, je suis vraiment d'accord sur la façon dont vous présentiez les choses, c'est-à-dire que, au fait, mais qu'est-ce qu'ils veulent là? Est-ce que c'est l'aluminium? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment en tête? Et je pense que c'est ce qui les embête, ce qui les titille. je pense. Alors j'ai pas forcément beaucoup d'estime pour Thierry Breton sur sa carrière, mais en tout cas sur ce qu'il a mis en place, je pense que c'était bien, c'était sain. Et donc il ne faut pas qu'on se méprenne sur ce qui se passe actuellement. Mais sur ce qu'ils veulent, ce qui est intéressant, j'ai trouvé fascinant le discours bref de J.D. Evans où il dit très clairement ce qu'ils veulent. C'est on est les plus gros, on est les plus forts, et on va le rester. Et vous savez quoi? Faites bien ce que vous voulez, mais nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est rester les plus forts, et on veut rien de tout ça. Donc il dit très clairement que ce qu'il veut, c'est asseoir sa domination. Bon, donc après, Je pense pas que ce soit l'auto-allemande qui fasse peur à Trump aujourd'hui. Enfin, vu comment la tech a embrassé, alors plus ou moins rapidement, l'élection de Donald Trump, je pense que c'est quand même là-dessus qu'il va avoir à rendre des comptes très clairement. Oui, vous parlez du rythme des annonces de Trump. La question qu'on peut se poser, c'est à quelle vitesse aussi le marché, effectivement, peut encaisser, peut digérer la vitesse de circulation d'informations et la densité d'informations qui nous parviennent depuis quelques semaines. Là, il y a moins de 2 heures, c'est les républicains du Congrès qui votent, qui seraient favorables. Il y a une loi de réconciliation qui est proposée là. Mais c'est effectivement budgétaire. Il faut quand même bien voir d'où on part. Ils proposent 4 500 milliards de baisse d'impôts, donc sur plusieurs années. Face à ça, 2 000 milliards de réduction d'impôts. On est toujours sur une inflation dans la zone des 3%. Un déficit qui n'a rarement été sur les au moins 4 dernières années ou 5 dernières années de 6%. Qu'est-ce qu'on met d'abord? Est-ce qu'on réduit d'abord les dépenses et on baisse les impôts? Qu'est-ce qui impacte le plus l'économie en premier? Et si on réduit trop rapidement les dépenses, effet de risque de récession avec une inflation qui reste forte à un moment donné? Trump, il a dit quelque chose qui était un peu surprenant. Il a dit, en gros, il faut que les taux baissent, et avec les questions des tarifs... Ça ira de pair avec mes tarifs. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Si ce qu'il a voulu dire, c'est je vais faire peur à tout le monde avec mes tarifs, ce qui aura un effet un peu, comme on a vu au début, en fait, quand il a commencé à parler des tarifs... On en parlait il y a 10 jours avec vous, Alexandre. D'abord, reparti à la baisse. Il veut faire baisser les taux longs. Et est-ce que l'arme brandisserait pas de faire peur à tout le monde, créer un peu de contraction un peu partout, ça fait baisser les taux, et puis après, je ne sais pas si c'est ça qu'il a en tête, mais ce tweet était un peu curieux dans son... Il n'arrête pas, Scott Bessent l'a dit, Kevin Hassett aussi, qui est son conseiller économique, il veut faire baisser les taux longs, on fera baisser les taux longs avant, avec ou sans la Fed. Donc voilà, maintenant on verra comment il se débrouille pour faire baisser les taux longs. Toujours l'idée d'une récession qui peut réduire les déficits et faire baisser les taux, mais je ne suis pas sûr que ce soit le chemin qu'il a envie de privilégier aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, AXA IM, Alexandre Bardez, IG, Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des enjeux industriels de la gestion d'actifs en France à travers la création d'Arkea Asset Management, qui est une entité nouvelle qui a quelques semaines d'existence, et son président du directoire est à mes côtés en plateau, Stéphane Cadieux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Bon, Arkea M, on comprend à peu près d'où cette entité est née. On est dans l'univers du Crédit Mutuel Arkea, bien sûr.
sûr, et Arkea AM vient consacrer la réunion de deux sociétés de gestion emblématiques. Shelter Prince Gestion d'un côté, Fédéral Finance de l'autre, c'est ça, Stéphane? C'est exactement ça. Tout ça a été formalisé le 7 janvier dernier. J'ai repris la date du communiqué de presse qui annonçait donc la création de cette marque et de cette franchise Arkea Asset Management. Quel est le rationnel? Comment est-ce que la combinaison s'est faite au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, Stéphane? Eh bien, écoute, tout d'abord, c'était un projet qui a germé au début de l'année dernière, mais qui faisait suite, encore une fois, dans le passé, à des réflexions qu'on s'était déjà posées. Et cette fois-ci, on a décidé d'y aller. Et pourquoi on a décidé d'y aller? Parce qu'on a considéré qu'il était temps pour le groupe Arkea d'accélérer le développement de ses métiers de gestion d'actifs. Et on a considéré que ça passait par le regroupement de l'ensemble de ces expertises sous une marque unique, une marque forte, la marque Arkea, et puis donner une meilleure visibilité aussi à un certain nombre de clients externes qui avaient parfois du mal à s'y retrouver dans cette galaxie d'entités, à la fois de gestion d'actifs, parfois d'immobilier, de banques privées. Là, on a fait un acteur pur de la gestion d'actifs qui regroupe l'ensemble de nos expertises et qui va pouvoir adresser aussi un grand nombre de marchés, une offre très complète. Ouais. Une marque forte. Donc il y a l'enjeu de la marque, qui est le premier enjeu. Derrière, quels ont été les enjeux industriels? Parce que ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est vous qui me l'avez expliqué, Stéphane, c'est que le jour où vous communiquez le 7 janvier sur la création d'Arkea Asset Management, tout est déjà en ordre de marche. Oui, c'est un peu ce qui dénote par rapport à ce qu'on entend parfois dans le marché, dans les opérations, au niveau de l'industrie. Alors, ce qui nous a facilité, c'est qu'on a décidé, comme je l'ai dit, de regrouper l'ensemble des activités qui étaient déjà au sein de la famille. Ayant un actionnaire commun, c'était plus facile. Mais c'est vrai que le premier exploit d'Arkea Asset Management, c'est d'avoir réussi à réaliser cette opération de regroupement dans un délai record. En moins de 4 mois, nous avons réussi à fusionner 3 plateformes informatiques, regrouper 200 collaborateurs, travailler nos offres, effectuer des synergies au niveau de nos fonctions support. Et alors tout ça, bien évidemment, grâce à des équipes que je tiens à saluer d'ailleurs ce soir, qui ont vraiment été extrêmement impliquées et motivées et engagées sur ce projet, qui nous a permis d'effectuer cette bascule. Le 31/12/2024 et dès le 1er janvier, tous les collaborateurs finalement sont arrivés en gardant leur user, vraiment de façon totalement indolore, mais avec une nouvelle bannière, un nouveau logo et une ambition extrêmement forte de développer cette entité Arkea Asset Management. On va venir à la feuille de route, Stéphane, mais comment est-ce qu'on crée une nouvelle franchise ou une marque forte qui vient rassembler les expertises de gestion d'actifs du groupe Arkea sans diluer les savoir-faire et sans diluer les ADN de Fédéral, je me permets de les citer à nouveau, de Fédéral Finance Gestion et de Shelter Prince Gestion, qui étaient quand même des franchises, alors peut-être des marques moins fortes que ce que sera et ce qu'est Arkea Asset Management, mais qui étaient quand même dans leur domaine des franchises déjà. Oui, effectivement, et c'était vraiment une vraie préoccupation à la genèse du projet, de se dire oui, il faut qu'on ait une meilleure visibilité et qu'on regroupe l'ensemble de ces expertises, mais il ne faut pas non plus diluer ces expertises. Et donc, quand on parle de regroupement, et c'est pour ça que je préfère parler de regroupement plutôt que de fusion, parce que dans la réalité des choses, les équipes de gestion restent distinctes. Nous avons effectivement affaire à 2 ADN de gestion qui étaient très différents et donc que l'on préserve. Et d'ailleurs, les équipes de gestion restent scindées, hermétiques l'une à l'autre, entre guillemets. Par contre, tout ce que l'on a réalisé, c'est organiser le regroupement des fonctions support, des fonctions régaliennes pour mettre en place un certain nombre de synergies qui vont nous permettre d'investir dans une industrie qui a fait face à quand même pas mal d'enjeux actuellement, notamment des enjeux technologiques. Et donc, pour investir, mutualiser ces investissements, c'était nécessaire de regrouper toutes ces équipes. Il faut savoir que sur les 200 personnes, les 200 collaborateurs d'Arkea Asset Management, on a effectivement environ 70 gérants. Mais vous voyez bien qu'à côté de ça, il y a un grand nombre de collaborateurs qui travaillent sur des fonctions sur lesquelles, là, il y avait un vrai intérêt à se regrouper. Ouais. C'est 58 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour l'ensemble Arkea AM aujourd'hui. Stéphane, vous l'avez dit en introduction, quand on a fait ce choix, quand on a pris cette décision il y a un peu plus d'1 an maintenant, on s'est dit que c'était le bon moment pour accélérer effectivement le développement de notre gestion d'actifs. Pourquoi c'est le bon moment d'accélérer aujourd'hui dans l'univers de la gestion d'actifs tel qu'il est en train de se recomposer, il y a cette opération, mais on a beaucoup d'autres aussi dans l'industrie française et européenne. Oui, alors, tout d'abord, je complète également parce que notre ambition, effectivement, c'est de
de se développer, de développer notamment notre partie, ce qu'on appelle externe, hein, puisqu'on continue de servir les clients du groupe Arkea, que ce soit institutionnels ou les clients privés. Et on va continuer de les accompagner dans leur développement. On va également, et c'est très important en tant que filiale d'Arkea, réaffirmer notre positionnement ESG. À un moment donné où l'industrie peut être amené à se poser des questions, ou certains se posent des questions, voire certains font un pas en arrière. Nous, très clairement, on affiche et on ancre ce positionnement au premier rang de nos ambitions, c'est-à-dire affirmer ce positionnement ESG. Et ça, il y a besoin d'une marque forte. Aujourd'hui, la force de la marque Arkea vient en soutien de la réaffirmation de l'ESG. Pour affirmer et réaffirmer l'ESG aujourd'hui, il faut être fort. Je pense que Arkea, entreprise à mission, hein, première banque à mission en France, nous, Arkea Asset Management, avec notre baseline qui va être la performance engagée au service de l'humain et de l'environnement, très clairement pour affirmer haut et clair que nous ne ferons pas de machine arrière, que nous sommes engagés dans ce processus et qu'il va se décliner sur l'ensemble des gammes que nous développerons demain. Ouais. Pour le client, enfin, du point de vue du client, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous allez apporter, en tout cas de quelle manière est-ce que l'ensemble Arkéam sera en capacité de mieux servir les clients que quand on avait Fédéral Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion? Je vais revenir, c'est-à-dire une visibilité, hein, un ensemble en tout cas plus lisible et dédié à la gestion d'actifs. Ça, ok. Deuxième point, c'est une marque forte, on l'a dit tout à l'heure, une gamme complète avec, encore une fois, il n'y avait aucun doublon dans les gammes que nous avions. Donc, on est dans l'additionnalité des gammes. Et donc, on arrive aujourd'hui... Une gamme unifiée, oui, c'est ça. On arrive aujourd'hui avec une gamme qui est extrêmement complète, et qui est très couvrante. Et puis, une taille critique. Une taille critique, vous l'avez dit, 58 milliards. J'estime que c'est aujourd'hui une taille qui nous permet de faire face aux enjeux aussi en termes d'investissement que l'on doit faire à un moment où on est dans une phase de transition technologie. On fait face à une mutation dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il y a beaucoup d'enjeux autour de la data, de l'IA, et les tickets d'entrée aujourd'hui et les outils pour pouvoir les exploiter sont de plus en plus coûteux, et donc la taille critique est un moyen pour pouvoir adresser et mutualiser, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, ces enjeux-là entre les différentes gestions. Donc très clairement, oui, ça sert les clients à ce stade-là. Mais pour autant, avec 58 milliards, on reste un groupe agile qui a la capacité aussi de s'adapter et de prendre les virages assez rapidement. C'est la taille critique et la bonne taille. Je trouve que c'est en tout cas un enjeu un challenge très intéressant, puisque effectivement, à 58 milliards, on est capable de prendre des virages beaucoup plus rapidement, et des virages qui se voient sur nos encours, qui se voient sur notre compte de résultats. Donc c'est ça qui est très intéressant de lancer ce projet à l'heure actuelle dans une industrie qui est en pleine mutation. Vous savez, quand on a vécu dans l'industrie de la gestion d'actifs depuis 20 ans, les encours se sont formidablement développés pour tout le monde, et j'ai envie de dire tout le monde gagnait. Je pense qu'on va rentrer dans un cycle où les tendances vont peut-être être un peu moins favorables et que finalement les stratégies vont pouvoir aboutir à des résultats un peu différents selon les orientations que chacun prendra. Il y aura une forme de sélection, de sélectivité, de discrimination qui peut s'opérer au sein de cette industrie de la gestion d'actifs. Pour faire l'analogie avec les marchés actions, il y a des marchés où quand il n'y a que cette valeur qui font le marché, c'est difficile de le battre. Et il y a d'autres périodes où la stratégie de stock picking peut être payante, et je pense qu'au niveau de l'industrie de la gestion d'actifs, on s'oriente vers des choix différents et un vrai avantage, un vrai intérêt à avoir une stratégie différenciante. On voit une polarisation qui est en train de se mettre en place. Il y a des très grands généralistes, il y a des expertises, il y a une recomposition de l'industrie de la gestion d'actifs. En tout cas, ce qui est clair, c'est que qui est en cours aujourd'hui. Notre ambition n'est pas effectivement de viser les 1000 ou les 2000 milliards comme certains, qu'on respecte énormément. Mais qu'on respecte énormément. Je pense qu'encore une fois, à l'image du groupe Arkea, qui est on l'a souvent dit, qui est une ETI de la banque, quelque part. Nous, c'est un peu la même chose dans le monde de la gestion d'actifs. Il faut avoir la taille critique. On pense qu'on l'a. On va continuer à se développer. On a des ambitions en termes de développement qui sont assez fortes, donc qui vont nous continuer à exister. Mais voilà, comme je le disais, ça veut dire qu'on ne se positionnera pas sur certains produits. Les ETF passifs, typiquement, on le laisse à d'autres pour se positionner sur des produits plus différenciants. Il y a une feuille de route
chiffrés, quantifiés? Enfin, il y a des objectifs là déjà fixés pour Arkea Asset Management. Alors Grégoire, Stéphane. on vient juste de nous communiquer la semaine dernière, voilà, à nos collaborateurs en premier lieu, voilà, ceux qui ont la primauté de ces travaux de synthèse, même si l'ensemble des collaborateurs ont bien évidemment participé à cette feuille de route. Hein. Donc à l'image du groupe Arkea qui a annoncé la semaine dernière également son plan stratégique FAIR 2030, nous avons également annoncé pour la gestion d'actifs notre ambition qui sera donc d'atteindre à horizon 2030 75 milliards d'euros d'encours sous gestion, avec notamment un objectif de doubler nos encours sur l'externe. La distribution externe. D'accord. Okay. Voilà, qui est vraiment l'enjeu majeur, le levier d'accélération. Et le troisième critère, c'est également, je parlais de ESG, décarboner de 50% l'ensemble de nos portefeuilles d'ici à 2030 par rapport à fin 2019. Merci beaucoup Stéphane. Bienvenue donc à Arkea Asset Management, déjà présent historiquement à travers ses franchises Fédéral Finance Gestion, Shell Surprince Gestion, réunies désormais dans cette entité, sous cette marque ombrelle Arkea Asset Management. Le président du directoire d'Arkea AM était à nos côtés en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, Stéphane Cadieux qui nous accompagnait.